Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. L'épisode de cette semaine est consacré à la qualification de l'équipe de France pour le championnat d'Europe de Belgrade qui aura lieu en janvier. Mais aussi, on parle de la renaissance de l'INSEP pour les garçons U18. Et enfin, pour terminer cet épisode, quelques anecdotes autour du water-polo et un petit point sur le mercato. Allez, c'est parti! Alors, épisode consacré cette semaine exclusivement à l'équipe de France qui disputait, on l'évoquait la dernière fois, le tournoi de qualification pour les championnats d'Europe à Belgrade du mois de janvier. 4 groupes disputaient donc ces qualifications. Donc on avait le groupe A composé des Pays-Bas, de la Slovénie, de la Grande-Bretagne, de la Pologne, de la République tchèque. Le groupe B composé de la Slovaquie, la Turquie, l'Allemagne, la Suède, la Finlande. Le groupe C avec la Géorgie, Israël, la Bulgarie, la Suisse et enfin le groupe de la France avec Malte, l'Ukraine et le Portugal. Sans trop faire de surprises, on va décortiquer les résultats de l'équipe de France parce qu'il y a matière à en parler un petit peu. Côté donc des équipes qualifiées, les équipes qui rejoindront Belgrade, donc je le disais tout à l'heure, donc dans le groupe A, on a les Pays-Bas et la Slovénie. Dans le groupe B, la Slovaquie et la Turquie. Dans le groupe C, Géorgie et Israël. Et dans le groupe D, la France et Malte. Avant d'attaquer la France aussi, peut-être une info quand même qui n'est non négligeable, c'est l'absence de l'Allemagne, qui finit donc 3e dans le groupe B et qui ne se qualifie pas après 76 ans de présence consécutive, hors Covid, hors guerre, etc., mais qui sera absente des championnats d'Europe. Frédéric, des premiers commentaires sur ces qualifications ? Ouais, ce groupe-là, donc il y avait 2 groupes de 5 et 2 groupes de 4. La France faisait partie d'un des 2 groupes de 4. Juste pour en revenir à l'Allemagne, ils sont tombés dans un groupe, Finlande, Suède, on les met de côté, mais il y avait une lutte à 3 avec les Slovaques, les Turcs et donc les Allemands. Le tournoi de qualif avait lieu en Turquie. Et puis écoute, après avoir perdu la Slovaquie, ils ont joué un match décisif contre les Turcs, ils ont perdu 17-16. Et effectivement, l'Allemagne qui a été 2 fois champion d'Europe, en 81 et en 89, qui a été médailleux de bronze olympique en 84, qui a toujours été, qui était au jeu, même 96 était au jeu, 2004. Donc, on pensait que l'Allemagne allait, même si le polo allemand est un peu en souffrance au niveau des clubs. Mais il y a quand même toujours Spandau qui est là, il y a Hanovre, et on pensait quand même que l'Allemagne allait finir par passer les Turcs. Ça n'a pas été le cas. Donc, l'Allemagne reste à la maison et fera même pas le championnat d'Europe groupe A, championnat d'Europe où il y a quand même 16 équipes, donc t'es pas dans le top 16 européen. C'est pas terrible. Et puis, les Slovaques ressortent un petit peu la tête de l'eau. Les Turcs qui alternent le bon et le moins bon ont réussi à se qualifier à nouveau. Et puis, Suède, Finlande qui sont pas là depuis longtemps. Les autres groupes, écoute, j'étais un petit peu surpris. Le groupe des Pays-Bas, Slovénie, Grande-Bretagne, Pologne, Tchéquie. Bon, les Tchèques, à la différence des Slovaques, ont du mal à exister sur la scène internationale. Et puis les Anglais qui sont passés devant les Polonais, donc qui se qualifient pas certes, mais qui sont 3e de la poule, derrière les Slovènes et les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui restent toujours une nation, stable, qui sont toujours plus ou moins là. Et puis avant d'aborder la France, la dernière poule, Géorgie, Israël, Bulgarie, Suisse. J'ai été très surpris par un résultat. Les Géorgiens ont mis 41-10 à la Bulgarie. Prendre 41 buts quand même dans les matchs internationaux seniors, ça arrive pas tous les jours. Donc 41-10, les Bulgares qui arrivent pas à passer le cap, qui était aussi une nation dure à jouer avant, mais qui a disparu un peu des écrans radars et qui arrive pas à revenir. La Suisse qui, elle, malgré les bonnes volontés, ne décolle toujours pas. Et puis donc Israël et la Géorgie. La Géorgie, c'est pas une surprise parce qu'ils ont déjà fait top 8 européen, donc qui se qualifie. Et puis si tu veux, on peut passer au groupe des Français. Oui, donc le groupe des Français, donc 3 matchs au programme, les qualifications qui se sont déroulées du 8 juin au 11 juin et premier match de la France donc qui affrontait le Portugal le 9 juin.
Victoire facile dans ce match, 19-7. Score par période de 4-1, 3-2, 7-2, 5-2. Rien à déclarer, je dirais, pour ce match-là. Peut-être quelque chose, Frédéric, de ton côté? Écoute, la composition, on va le voir après, mais la composition du groupe ne laissait pas craindre grand-chose à l'équipe de France. Portugal, Ukraine, Malte, c'est quand même des pays qui, dans la hiérarchie, sont censés être bien loin derrière nous. Une entrée dans le tournoi en battant le Portugal. Ils se sont détachés un petit peu pas vers la fin, mais il y avait 7-3. L'écart entre les deux nations est tel que voilà, ça finit sur un 19-7, je veux pas dire anecdotique, mais bon, voilà, le score complètement logique. Deuxième match au programme le 10 juin, Ukraine-France, nouvelle victoire française assez facilement, en tout cas quand on regarde le score, 24-10, 3-7, 2-3, 3-5, 2-9. Puis bon, on connaît les difficultés ukrainiennes, hein, voilà, réunir une équipe, avoir une équipe déjà présente, je pense que c'était déjà beau. Victoire facile des Français dans ce match. Presque un copier-coller du match contre le Portugal. Comme tu dis, l'Ukraine a la tête ailleurs certainement actuellement, et on peut le comprendre. Ils ont réussi à présenter une équipe et les Français passent sans trembler ce match-là. Encore une fois, vu le plateau, c'est difficile de commenter des matchs comme ça où il n'y a pas des masses d'enjeux puisqu'on connaît quasiment le résultat à l'avance. Donc voilà, les Français qui assurent l'essentiel, d'abord en décrochant leur qualif, puisqu'ils avaient deux victoires au bout de 2 matchs, donc la qualif était dans la poche. Et puis écoute, on va voir le dernier match quand même qui nous intéresse un peu plus contre Malte, qui va pas être du tout du même acabit. Bah oui, complètement. On se disait avec ces deux matchs que le troisième match serait quasi une formalité. Bon, peut-être pas, enfin un peu plus serré, mais on disait que voilà, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter sur ce dernier match. Bon, le tournoi de qualification était à Malte. On sait que Malte a participé à des championnats d'Europe récemment. On en avait parlé avec Aurélien Cousin, donc vous pouvez réécouter l'épisode. Et puis là, je dirais un peu patatras, la France qui ne gagne qu'au tir au but après avoir fini le match 10-10. Et donc, qui s'impose au tir au but 5-4 et qui a été dominé dans ce match puisqu'on a 2-1, 4-2, 2-3 et 2-4. Donc, à la mi-temps, il y avait quand même 6-3 en faveur des Maltais. Et je dirais que les Français s'en sortent plutôt bien pour gagner cette première place puisqu'il y avait des conséquences aussi à finir premier et deuxième. Mais Frédéric, je te laisse la parole. Ouais, en fait, le premier de chaque groupe était versé dans le chapeau 3. Lors du tirage au sort des championnats d'Europe à Belgrade, et le deuxième dans le chapeau 4. Donc potentiellement, si tu finis dans le chapeau 4, tu peux tirer un groupe avec, admettons, Hongrie, Grèce, et puis par exemple Géorgie, et France. Ça te donne un groupe quand même qui est compliqué. Et donc le chapeau 3, si tu tombes dans une poule avec France et puis une équipe du chapeau 4, t'as un match à gagner contre la Roumanie pour rentrer dans le top 8. Donc il fallait quand même faire les choses comme il fallait pour au moins décrocher ce chapeau 3. C'est un résultat que je comprends pas. Je t'avoue, je comprends pas ce résultat. Fatalité, quand j'étais à Malte, il y a eu, pendant le jour de repos entre les demi-finales et la finale, il y avait la finale de la Coupe de Malte que je suis allé voir, donc qui opposait Neptune à Saint-Gillian, deux clubs de la Valette, du centre de Malte. Donc potentiellement, quand tu regardes la finale de la Coupe nationale, t'as grosso modo 70-75% de l'équipe nationale qui est réunie. Et j'ai pas trouvé ça fou du tout, quoi. Alors c'est courageux, ça joue, mais ne serait-ce que sur le déplacement, tu dois passer 100 fois. C'est pas des joueurs qui nagent beaucoup. Alors il y a des joueurs avec un physique, avec un truc, mais nous aussi. Et cette évolution du score où t'es quand même mené 6-3 fin de deuxième, c'est que tu mets que 3 buts en 16 minutes. Je veux pas, j'ai rien contre les Maltais, mais bon, c'est quand même, pour moi, c'est préoccupant. Et surtout, tu fais la course derrière et tu finis par égaliser à 20 secondes de la fin. Hein. C'est Enzo Nardon qui égalise à 20 secondes de la fin parce que au bout de 31 minutes et 40 secondes, t'es toujours derrière Malte. Et ça, moi, je me l'explique pas. Et le problème qu'il y a, c'est que si tu fais un petit flashback, depuis 1 an, on a battu l'Allemagne en amical. Donc, tu vois que l'Allemagne, c'est une équipe qui se qualifie pas au championnat d'Europe. On a battu le Japon au jeu.
et on a battu les deux équipes, là, le Portugal et l'Ukraine. C'est tout. On a fait que des défaites à la Coupe du Monde. Et puis, là, t'es à 2 doigts quand même de faire une contre-performance qui, pour moi, serait la pire depuis 6-7 ans. Malte, je veux bien que le polo se développe, il y a une embellie autour du polo à Malte, les gens viennent voir le polo, il y a une passion en fait, il y a plus une passion qu'un haut niveau. Mais quand tu vois quand même la compo de l'équipe de France, même si on a perdu des joueurs, c'est une année post-olympique. Alors je veux pas les accabler, parce que on a tous eu des matchs un peu pétrins, mais bon, t'as des matchs pétrins dont tu t'arrives à sortir quand même, et je trouve ce résultat quand même, ça envoie un mauvais signal. J'ai vu que donc le staff qui je pensais allait se limiter à Florian Brouzot, secondé par Alexandre Don Simoni, écoute, on a vu Veiko Kobechak qui était là aussi. Je savais pas qu'il allait venir là. Enfin après, je veux pas être méchant, mais 3 coachs et que t'arrives pas à battre Malte, pour moi il y a un souci quand même. Il y a un souci parce que t'as des joueurs de niveau mondial dans l'équipe de France. Thomas, Hugo, après t'as Alex Boué, Romain Marion. Enfin, t'as largement de quoi quand même avoir les armes pour te rendre un match, même si t'es déjà qualifié, ceci, cela. J'ai regardé la compo tout de suite, mais en fait, comme t'as 15 joueurs qui étaient pris pour ce tournoi et que t'as le droit d'en mettre 14 sur la feuille, évidemment, t'avais l'équipe à 98% qui était là. Il y avait que Draé qui était en tribune. Et bon, écoute, j'ai du mal à analyser ce résultat-là et j'ai du mal à comprendre quand même comment on se met en difficulté quand même contre ce genre d'équipe qui a un niveau bien moindre sur le papier et dans l'eau que le nôtre. C'est assez étonnant. Bon, on peut se poser la question. Bon, il y a on va dire une mini polémique sur l'absence du Hugo Fontany. On en a commencé à en parler, et puis sur les réseaux, ça a été évoqué. Donc, comme quoi Hugo aurait refusé d'être l'appel du sélectionneur parce que il y aurait un bisbille, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé en demi-finale du championnat de France. Donc, ce match polémique, ce 3e match où il y a eu beaucoup d'exclusions côté strasbourgeois et Aix qui finit par se qualifier en gagnant dans une 4e période folle. Et donc, la présence aussi d'Alexandre Don Simoni, l'ex-entraîneur aixois dans le staff, et qui poserait peut-être interrogation là-dessus. Après, est-ce que c'est vraiment ça, quand on joue une qualif, bon, après, c'est vrai, quand on regardait sur le papier, Malte, Portugal, Ukraine, quand on sait ce qui s'est passé l'année précédente en termes de confrontation, et puis l'année des Jeux et d'être présent au tournoi, là c'est sûr que ça fait pas rêver, quoi. Donc est-ce que une certaine lassitude en se disant ce qu'on évoquait aussi, c'est-à-dire que bon, il n'y avait pas forcément un enjeu majeur. Bon, au final, on s'aperçoit que si, finalement. Mais est-ce que cette présence d'Hugo pouvait rassurer? Alors, on n'a pas vu les matchs, je mets pas en doute non plus les performances de Arshak Owanissian et Julien Hoffner qui étaient présents dans les buts. Mais c'est vrai que ça interroge, sachant qu'on a quand même une grosse ossature dans cette équipe composée de joueurs marseillais qui ont fait le Final Four, qui s'y étaient brièvement qualifiés. Là, Malte, je sais pas, est-ce que l'air marin de Malte a grippé Non mais Christophe, j'ai dit tout le bien, et je le maintiens, tout le bien que je pensais d'Hugo Fontany. Mais si t'as vraiment absolument besoin d'Hugo Fontany pour pouvoir battre Malte, ça redevient quand même préoccupant. Enfin, je veux dire, ça rassure, ça peut rassurer, mais Christophe, où est-ce que t'as besoin d'être rassuré quand tu vas jouer Malte? Oh, mais mais t'as vraiment besoin d'être rassuré quand tu vas jouer Malte? Non. Bon, alors, donc, qu'Hugo Fontany, les raisons, je vais pas les commenter, je les connais pas en plus, donc je vais pas les commenter, mais les raisons lui sont propres, et quelles qu'elles soient. Mais t'as pas, tu dois passer largement. T'as quand même un set où tu peux potentiellement jouer avec Hugo poste 1, Romain Marion poste 2, Pef poste 3. À gauche, t'as Alexandre Buedo Carmo, Thomas devant. Ça te suffit pas, ça, pour battre Malte? Et comme ça, oui, c'est sûr, mais le résultat, il fait que non, justement, ça n'a pas suffi. Donc, qu'est-ce qui explique ce résultat? C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas trop de statistiques, on n'a pas vu le match. Mais si on prend le résultat brut, effectivement, gagner Malte au penalty, et que tu dis qu'effectivement, ils égalisent à 20 secondes de la fin, mener à la fin de la 3e encore 8-6,
ça pose question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors bon, la finalité du sport, c'est de gagner. Donc on va dire, ils ont réussi l'objectif de gagner et voilà, c'est très bien. Mais moi, je me pose des questions par rapport au. Alors là, ils sont sur un tournoi en Serbie. Ils ont battu les Pays-Bas d'un but hier ou avant-hier, enfin au moment où on enregistre. Ce qui est plutôt un résultat parce que là, tu vas rentrer dans un cycle où tu vas te recaler les Pays-Bas à battre, les Slovaques, la Géorgie, la Roumanie. Ça va plus forcément être des trucs où tu vas être à la maillotche contre les Grecs, les Hongrois et tout ça. Je pense que là, on va redescendre un peu d'un étage dans la performance. Malheureusement, tu compenses pas les départs des joueurs qu'ils ont perdus après les Jeux et tout ça. Je suis inquiet parce que donc t'as des joueurs qui refusent la sélection, t'as des joueurs qui sont là mais qui arrivent pas trop à se sublimer pour battre Malte. Tu dois avoir à un moment donné l'orgueil et l'amour-propre du champion et du maillot, de te dire bon attends les gars, on va pas quand même se faire pesquer par Malte. Et puis au final ouais, parce que tu me dis que Malte c'est une équipe qui participe au championnat d'Europe depuis quelques fois. Alors ils participent depuis qu'on est passé de 12 à 16 déjà. Et puis quand ils participent, quand on a discuté avec Aurélien Cousin, ils sont satisfaits la dernière fois parce qu'ils avaient battu la Turquie pour pas être dernier du championnat d'Europe. Donc on parle d'une équipe qui participe, mais qui doit pas non plus poser de problème. Ou alors faut qu'on revoie nos ambitions à la baisse et qu'on se dise voilà, maintenant on a un cycle où on repart de zéro et on va batailler contre ces équipes-là et que le top 8 ou top 6 est plus fait pour nous. Je sais pas, moi je pense qu'il y a encore des joueurs quand même dans cette équipe qui sont de très grande qualité, en tout cas d'une qualité largement suffisante pour passer ces matchs-là sans encombre et sans se prendre la tête et sans se demander comment on va faire si Hugo est là ou si Hugo est pas là. Tu dois passer ces matchs-là sans encombre, quoi. Oui, mais après, est-ce que on arrive aussi en fin de saison? Bon, même si effectivement ils enchaînent encore avec un stage. Non mais Christophe, c'est le cas pour tout le monde. C'est le cas pour tout le monde. Tu m'as dit la dernière fois, oui, on perd Barceloneta 19-9, et donc, mais c'est la fin de saison. Mais c'est la fin de saison pour Barceloneta. Oui, mais bon, ils étaient déçus après la demi-finale. Tu crois que Barceloneta, qui perd au penalty contre Novi Beograd, ils sont pas déçus? Barceloneta, c'est une équipe qui a été championne d'Europe, qui a fait les finales. Ils sont aussi déçus, mais par contre, eux, ils arrivent à se mobiliser pour faire 19-9. Donc, moi, je veux plus ces excuses. C'est la fin de saison. Il y a pas le gardien, patin, couffin, machin. Le chien est malade. C'est pas des excuses. Malte. Non mais il y a pas d'excuse. Là, je suis désolé. Je veux pas. Je te dis, moi, je veux pas tirer trop sur les joueurs ou quoi parce qu'on a été joueurs et on sait que des fois c'est pas si simple que ça. Mais il y a un minimum de perf en dessous duquel tu dois jamais descendre. Alors tu peux galérer un peu, tu peux gagner 15-12, 15-11, tu peux être un peu accroché. Et putain, là t'es derrière à 20 secondes de la fin, quoi. Oh, derrière à 20 secondes de la fin. Je suis un peu alerté par ce résultat. Alors un match fait pas une hirondelle fait pas le printemps, hein, donc un match fait pas tout. Mais ce résultat-là, il interpelle grandement. Je suis circonspect. Je sais qu'on va vers des difficultés un peu à tous les niveaux pour notre cher water-polo. Mais notre étendard et notre équipe nationale, notre fleuron, il n'y avait pas trop de déception jusqu'alors. Mais là quand même, ça m'alerte un petit peu et je te dis un staff. J'ai rien non plus contre Kobechak. Hein, je pense que c'est quelqu'un de très compétent, il n'y a pas de souci. Mais bon, il est là aussi. Il y a 3 entraîneurs. Écoute, je sais pas. Non, mais on s'interroge forcément. Après, c'est bien qu'ils juste après qu'ils battent les Pays-Bas. C'est plutôt rassurant quand même. Bon, les Pays-Bas, ils se sont qualifiés assez facilement, 5 matchs, 5 victoires, avec des scores assez larges. Et bon, est-ce que à Malte, peut-être qu'il y avait du public, les arbitres, non mais j'en sais rien, non mais pour essayer de comprendre un peu. Non mais c'est pas forcément lié que avec l'équipe de France. Non mais Christophe, c'est des gars qui ont joué devant 17 000 personnes à l'Accor Arena. Qu'est-ce que tu crains après comme public à Malte? À Malte, il y avait peut-être, je sais pas, la piscine. C'est dans la même piscine dans laquelle il y avait eu le Final Four. Tu mets 1000 personnes là-dedans si tu remplis. Moi, je pense qu'il faut, si on veut progresser, il faut arrêter de chercher des excuses périphériques qui, pour moi, sont des fausses excuses. Le public, les arbitres, ça c'est l'excuse des faibles. Hein. Je te le dis, moi, je rentre pas dans ce jeu-là. Le public, les arbitres,
la fin de saison, Hugo Fontani, etc., etc., etc. Non, quand t'es fort, t'es fort. C'est tout. Je vais pas en faire des caisses et je vais pas répéter 100 fois le truc, mais même au plus profond de la difficulté en fin de saison, machin, ta valeur intrinsèque, parce que c'est important la valeur intrinsèque, ta valeur intrinsèque, ta valeur à toi de joueur, tu peux me citer un mec de Malte qui pourrait jouer dans l'équipe de France dans le 7 ou quoi? Donc, quand t'es maltais, que tu vois débouler Hugo, Thomas Vernou, Romain, Alex, mais tu te dis quand même comment je vais faire pour gagner, et ces équipes-là arrivent à te mettre en difficulté. Et pour moi, c'est incompréhensible, incompréhensible. Et encore, tu vois, t'as quand même un peu de bol dans ton truc, c'est que t'as des joueurs clés quand même. Je prends un gars dont on parle pas souvent, mais Pierre-Frédéric Van Peperstraat. T'as la chance quand même qu'à 33 ans, il continue quand même l'équipe nationale. Tu vois, lui, il a pas raccroché le maillot, il continue. T'as Hugo qui continue, qui a 35 ans. Mais si demain tu commences à perdre encore un ou deux joueurs cadres comme ça, tu vas finir où? Eh oh, quand même, il y a quand même des questions à se poser sur. Et puis, alors je veux bien, hein, on finit premier du groupe et on retiendra que ça. Mais est-ce qu'il y a une remise en question à un moment donné des gens qui encadrent tout ça? Est-ce qu'il y a une remise en question? On fait des Jeux Olympiques, je veux pas encore une fois tirer sur l'ambiance, mais qui sont en deçà des espérances qu'on avait, même si je sais que ça se joue à pas grand-chose, parce que là, c'est le très très haut niveau. Mais derrière, t'enchaînes sur une qualif où tu passes Malte à la ric-rac. Bon, écoute, on verra au championnat d'Europe la composition qu'on aura. C'est pas anodin, la config de ce résultat est pas anodine. Et c'est sûr, on s'interroge beaucoup. Après, on le savait, hein, enfin, on avait dit après les Jeux Olympiques, on n'était pas très en confiance sur l'évolution et les résultats à venir de l'équipe de France. Bon, là, ils se sont qualifiés. Effectivement, on retiendra qui sont premiers du groupe, qui sont dans le chapeau 3 et qui disputeront les championnats d'Europe à Belgrade en janvier. Ça sera l'objectif majeur de la saison à venir. C'est dans le chapeau 3. Encore une fois, les Roumains sont dans les 8 premiers. Donc, si tu tombes parce que le tirage au sort, bien évidemment, c'est super important. Si tu tombes une poule, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec Hongrie-Grèce, ou Hongrie-Italie, Serbie-Italie, enfin, ce que tu veux, tu passeras pas dans les 8. Doute fort quand même que tu passes dans les 8. Si tu prends une poule où il y a les Roumains, qui sont eux dans le chapeau 2, par le biais d'un résultat canon contre les Roumains à la Mayoche et tout ça, tu peux... les Roumains qui ont pris 10 buts contre les Serbes au tournoi en Serbie. Et ben écoute, sur un match à la Mayoche comme ça, tu peux battre les Roumains et rentrer dans les 8, et tout le monde te dira, écoute, voilà, qu'est-ce qu'ils disent les autres là, tout va bien. Mais c'est devenu compliqué quand même, c'est devenu compliqué. Je voulais juste faire un petit truc aussi parce qu'on a eu l'info sur Mathias Bachelier qui avait pas été retenu, mais Mathias a été victime d'une blessure, donc je pense que sans sa blessure, il aurait bien évidemment été parmi les 14. On savait pas au moment de la sélection les raisons de l'absence de Mathias, on les a, donc il est blessé, je crois, à un doigt, et donc voilà pourquoi il était pas là. On espère quand même que pour les matchs et les tournois et le championnat à venir, que malgré tout les entraîneurs auront des certitudes pour construire cette équipe et essayer de performer lors de ce championnat. On peut quand même peut-être avoir une petite lueur d'espoir pour la suite, puisque on a appris, donc l'info est tombée officiellement le 10 juin, le Centre national relève à l'INSEP qui va être à nouveau créé, un centre pour les U18, donc il faut être entre la seconde et la terminale pour pouvoir postuler, et surtout avoir été identifié aussi sur la liste de haut niveau en tant que relève pour pouvoir intégrer le centre de haut niveau, sachant que le but, en tout cas ce qui est annoncé, c'est de travailler pour Los Angeles 2028 et Brisbane 2032. Ouais, l'INSEP, donc les filles ne seront plus à l'INSEP. Je fais un petit aparté. Il y a eu un match amical entre la France et l'Angleterre chez les filles. On a perdu l'Angleterre. Alors, je connais pas les compos, les trucs, si c'était une équipe expérimentale, mais on parle de l'Angleterre, qui est quand même une nation qui, même si les Anglais ont inventé le polo,
C'est pas une nation qui est très performante ni chez les garçons ni chez les filles, et on perd quand même chez les filles l'Angleterre. Donc c'est un résultat aussi qui interpelle, parce que normalement tu dois, même si ton équipe est pas au complet, je sais pas si elle était pas au complet, hein, mais tu dois passer sur ces nations-là sans aucun souci. Donc écoute, on perd les Anglais. Donc l'INSEP rouvre chez les garçons, c'est une bonne nouvelle. Managé par qui On était resté sur cette expérience, la dernière expérience qui était tenue par Gilles Madeleine, qui avait eu les résultats que l'on sait. Les clubs avaient adhéré, les clubs avaient confié leurs gamins. Confier ton gamin parce que tu sais que c'est Gilles qui encadre, c'est une chose, parce que tu sais quand même que Gilles, chez les jeunes, il va forcément te faire progresser, et que l'investissement, j'allais dire, de 2 années que tu mets sur le gamin, il va être payé en retour. Tu vas récupérer un joueur qui sera meilleur. Là, je sais pas qui encadrera. On a une conférence visio à l'initiative de Yann Evengraal. On verra le cadre qu'ils mettent à l'INSEP, qui va encadrer tout ça. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est bien d'avoir les jeunes réunis comme ça. Est-ce qu'ils feront, comme à l'époque, un championnat de N1 ou pas, et puis les joueurs sont relivrés au club les week-ends? Ça, je sais pas, je connais pas les modalités. Je sais bien que l'INSEP réouvre. Ce qui est très dommage, c'est qu'il est fermé. Donc on avait eu justement avec cet outil, avec un encadrement de qualité performant, les bienfaits quand même de ce genre de choses. Pourquoi on l'a arrêté, je sais pas. Pourquoi on l'ouvre à nouveau maintenant, je sais pas. On l'a donné aux filles, on le récupère pour les garçons. Le problème, c'est que tu fais des trous après de générations, et il n'y a pas de continuité. J'attends d'en savoir plus sur le projet, et puis on pourra commenter après. Je pense que j'assisterai à la visio. Je crois qu'elle a lieu lundi, et on verra ce que la fédération propose. Alors, la visio sera passée au moment de la diffusion de cet épisode, puisque c'est le lundi 16 à 19h qu'elle est programmée. Il y a, pour envoyer ses candidatures, c'est jusqu'au 20 juin pour candidater directement. Donc, vous pourrez avoir des infos sur le site de la fédération, chose assez rare. Et aussi, cette équipe sera engagée en championnat de France de National 1. Ok, donc comme c'est ce qui se faisait avant, quoi. Oui, on reprend un petit peu la même chose. Là, U18, il faut être entre la seconde et la terminale. Exception possible pour la classe de troisième, je pense, suivant le niveau des élèves. Après, tu sais, Christophe, quand tu regardes la hiérarchie des clubs dans ces catégories-là, donc Monaco, je ne sais pas si Monaco souhaitera, ou si les joueurs de Monaco souhaiteront partir pour aller à l'INSEP, parce qu'ils ont un encadrement qui est très bien, des conditions qui, à mon avis, valent l'INSEP. Hein. Ils ont un grand bassin, ils ont une salle de muscu, ils ont tout ce qu'il faut. Le cercle... Déjà National 1 aussi. Oui, le cercle qui est encadré par Yann Vernou, on l'a dit, a fait des progrès, etc., etc. Et je sais pas si le cercle libérera. Aix-en-Provence est un peu dans le même cas. Et ceux qui ont fini troisième des U18, c'est Tourcoing. Tourcoing, c'est quasiment toute son équipe première à Jonathan Gesquer. Donc je le vois pas quand même non plus envoyer 6 ou 7 gars à Tourcoing. Il a plus d'équipe. Enfin, c'est pas qu'il a plus d'équipe, mais l'équipe est tellement jeune et tout ça. Avant, tu avais une équipe de joueurs qui avaient 25, 27, c'était ton équipe première, et après, tu avais l'antichambre. Maintenant, le problème, c'est que l'antichambre, c'est ton équipe première. On verra les gens qui vont là-bas, et les modalités et tout ça, et puis on pourra se faire une idée un peu plus précise. 2 petites infos aussi. Au moment où on enregistre, il y a la finale du championnat U16 qui se déroule, avec une finale Monaco contre Strasbourg. Et à Strasbourg, et une petite finale Tourcoing-Taverny, il me semble. Ouais, les deux équipes ont passé les demi sans problème. Je crois 16-5, un truc comme ça pour Strasbourg, et 23-24-5, un truc comme ça pour Monaco. La finale attendue va se jouer donc à Strasbourg. Si Monaco gagne, je pense que c'est historique, parce que tu peux être champion U14, U16, U18. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Mais Strasbourg travaille bien aussi dans ces catégories de jeunes. Là, Marc Vidil fait du bon boulot. Donc, écoute, ça sera une finale ouverte, et on suivra ça aussi. Et voilà, c'est pas pour parler encore de Monaco, mais quand même à souligner une équipe qui joue en National 1 avec beaucoup de jeunes, mais qui est effectivement déjà championne de France U18, qui a été championne au moins l'année dernière U16, si je dis pas de bêtises. En U14, ils ont gagné le championnat. Je pense que les grosses écuries peuvent s'en inspirer. On le disait la dernière fois. Aussi, sur l'actualité waterpolo, on a au mois de juillet les championnats du monde qui se dérouleront à Singapour.
donc avec 16 équipes. Malheureusement, l'équipe de France, on l'avait dit, n'y participera. Donc 4 groupes de 4, avec l'Italie, la Serbie, la Roumanie, l'Afrique du Sud pour le groupe A. Dans le groupe B, on a l'Australie, l'Espagne, la Hongrie et le Japon. Dans le groupe C, Singapour, le Canada, le Brésil et les États-Unis. Et dans le groupe B, la Grèce, la Chine, le Monténégro et la Croatie. Donc début de la compétition à partir du 12 juillet pour les garçons. On a aussi donc chez les filles, et ça démarre le 11 juillet, pareil, 16 équipes. Donc là, on a l'équipe de France qui sera présente dans le groupe D avec la Grande-Bretagne, justement, on en parlait, l'Afrique du Sud et l'Espagne. Donc potentiellement, on peut se dire que on pourrait croire à une deuxième place, mais bon, à voir, peut-être ça va se jouer avec la Grande-Bretagne. On a donc dans le groupe A l'Australie, l'Italie, Singapour et la Nouvelle-Zélande. Dans le groupe B, la Chine, l'Argentine, les États-Unis, les Pays-Bas. Dans le groupe C, la Croatie, la Grèce, le Japon et la Hongrie. Oui, bah écoute, un championnat du monde où les Bleus nous avaient habitués à être de la fête. Donc on savait que la Coupe du Monde en début d'année qualificative allait pas être facile. Et puis bah écoute, on n'est pas qualifié. On va regarder ça d'un œil extérieur. Ça permettra peut-être à certains qui sont là depuis longtemps de se régénérer un petit peu et puis de se refaire une santé physique et mentale si besoin est. Bon, c'est toujours problématique une absence dans ces grandes compétitions. Il faut pour arriver à avoir des résultats, il faut une permanence de présence, s'habituer, être là, que ça devienne normal d'être là. Et ça a été le cas pour la France pendant un long moment là. Et puis bah là, c'est un peu plus difficile. Donc il n'y a pas d'échéance avant les championnats d'Europe à Belgrade pour les Bleus. On va suivre ça en supporter et en espérant que le travail fait porte ses fruits et qu'il y a un renouveau, même si j'ai pas des signaux super positifs en retour de ce que je vois. Mais écoute, le sport, des fois, t'es moins bien un jour et puis t'es bien le lendemain. Ça, il y a des hauts et des bas. Voilà, en espérant que ça redémarre. On espère, mais bon, pour l'instant, petite info aussi, en ce moment, donc, il y a les championnats U20 et la France est aussi absente de ce championnat, malheureusement. Mais oui, parce que c'est ce qu'on avait dit, hein. Il y a des équipes de France qui se sont pas qualifiées chez les jeunes au championnat d'Europe. Je veux dire, il n'y a pas de magie, hein. Je répète cette maxime, mais que pas mal de gens oublient. Un adulte, c'est un enfant qui a grandi. Si dans il y a pas de miracle. Si dans tes équipes de jeunes, tu te qualifies pas, tu performes pas, comment tu arriverais d'un coup à performer chez les seniors et à être présent chez les seniors? C'est une continuité. Voilà, il y a ce souci-là, et ça c'est un vrai problème. Donc voilà, on n'est pas au championnat du monde chez les A, on n'est pas au championnat du monde chez les U20. On a du mal un peu à exister au championnat d'Europe des jeunes. Donc oui, non, l'état est préoccupant. Je pense qu'on a mis un petit peu un linge sur les catégories de jeunes parce qu'on avait une équipe A qui était performante et donc qui prenait toute la lumière. Mais on savait très bien quand on parlait un petit peu entre nous, qu'est-ce qui allait se passer le jour où d'abord t'avais des cadres qui allaient arrêter en A et est-ce que t'avais pas de relève quoi. Donc là on est en train de toucher un peu le point, le moment où la relève peine un peu à sortir de l'ombre, donc ça nous fait des résultats. Après, je veux pas noircir le tableau parce que sinon on va être que négatif, mais c'est vrai que je suis pas hyper optimiste pour les années à venir parce qu'on chez les jeunes on est décroché. Ouais, ça reste préoccupant. On espère qu'avec la relance de l'INSEP, on aura des équipes de France en jeunes qui relèveront la tête et qui seront présentes à ces grandes compétitions. Mais tu sais, je sais plus exactement, il faudra que je rediscute avec Gilles, mais c'est pareil, hein, le moment où tu plantes la graine et que tu as le fruit, il faut pas 6 mois. Hein. Donc il va falloir quand même c'est une dizaine d'années. Ouais, peut-être un peu moins parce que tu as des joueurs quand même ceux qui vont aller à l'INSEP, c'est des joueurs de 16 ans. Mais il faudra qu'il y ait un travail en amont par les clubs et puis voilà, on en est toujours à la même problématique, hein. La formation, la qualité de la formation. Moi je reste un petit peu surpris, je vais pas dire par les résultats de Monaco, mais un club qui part grosso modo de rien. Ce que fait Monaco, pourquoi c'est pas duplicable dans d'autres clubs? Il faut juste une bande de gamins, un staff et un entraîneur compétent, et puis que ça fonctionne. Ça devrait être multiplié par,
Je vais pas dire que c'est pas normal que Monaco truste à ce point les titres, mais tu devrais te challenger un peu plus que ça. Les clubs ont abandonné la formation, s'occupent que de leur équipe première, ont abandonné la formation et puis le résultat c'est ton équipe nationale et la pyramide. Quand ta pyramide est large en bas, le haut est plus performant que ce qu'il n'est actuellement. Ben, je vais me servir de ce que tu dis pour faire une petite transition sur un petit point mercato au niveau du Cercle des nageurs de Marseille et l'arrivée de Bilal. T'as du mal avec lui. Ouais. Gadamassi. Voilà. Le Hollandais, j'ai appris qu'il était Hollandais. Oui. Qui va rejoindre, donc, qui vient du club de Belgrade et qui va rejoindre le Cercle des nageurs de Marseille. Et comme on l'évoquait la dernière fois, qui diminue le nombre de places disponibles pour les joueurs français au sein de l'effectif marseillais. C'est pas que ça, Christophe, c'est que t'as 3 départs d'étrangers, donc Anguial, Velotto, Perlenovic, et tu prends 4 étrangers. Tu prends donc Gadamassi, Kalogeropoulos, Nagy et Drazovic. Donc Marseille aura 7 étrangers l'année prochaine, dont 3 qui ne joueront pas les matchs de championnat. Alors même si ça tourne, t'en as 3 qui jouent pas les matchs de championnat. Mais par contre, ces 7-là, ils joueront à la Coupe d'Europe. Tu rajoutes le deuxième gardien, ça fait 8. T'as 5 places pour tes joueurs. Donc quand tu fais le calcul, Hugo, les deux Vernou, Alexandre Bouet, F, Mike, déjà t'es à 14 là. Je te compte pas Andrea, je te compte pas Loris Canovas, là t'es à 16. Et donc, t'as des joueurs qui vraisemblablement joueront jamais à la Coupe d'Europe. J'adhère pas trop à ce type de truc. Et d'ailleurs, que tu regardes alors, ils sont un peu obligés parce que quand tu vois le Final Four, Barceloneta on a 2 étrangers, les 2 Hongrois, Belgrade en a 2, les 2 Grecs. Et nos amis de Ferencváros, j'avais dit qu'ils en avaient 3, ils en ont 4 parce que j'ai oublié Del Toro. Mais le problème, c'est qu'eux, ils ont un vivier de joueurs nationaux qui est beaucoup plus élevé que le vivier français. Donc, ça les invite à prendre peut-être moins d'étrangers. Mais moi, écoute, 7 étrangers, 3 qui jouent pas, qui jouent la Coupe d'Europe, pour moi, pour l'homogénéité, c'est pas le top et t'envoies un signal. Le problème, c'est que tes gamins, ils joueront jamais. L'ambition, un jour, d'être dans l'équipe Fagnon de ton club. J'ai oublié Audouin de Revier qui va pas jouer beaucoup non plus. Léna, le petit Léna, donc il est parti à Aix. Je sais pas ce que Léandre fera, etc. Mais c'est comme ça. Tu vois, en Espagne, ils avaient opté pour 5 étrangers. Et Barceloneta a mis son veto en disant que non, que 5 c'était trop. Et donc, ils vont revenir à 4. Je pense que 4 c'est bien. 4 c'est un tiers de ton équipe. Je pense que c'est pas mal. Donc voilà, Gadamassi, qui est un joueur qui est pas un mauvais joueur, hein, évidemment. Mais est-ce que c'est une plus-value? Je peux pas te dire. On verra. Un joueur qui joue à la pointe, hein, c'est une pointe. On verra. Peut-être que certains de ces joueurs-là, les jeunes que tu as cités, peut-être qu'ils iront jouer à l'INSEP en national. Ouais, mais ils ont quel âge? Léandre, tout ça, c'est trop vieux, hein. En tout cas, on verra bien. Et pour finir un peu cet épisode, si vous êtes du côté de Dubrovnik, vous partez en vacances du côté de Dubrovnik, sachez qu'un café dédié au water polo a ouvert avec des affiches, des bonnets, tout ça. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour si vous partez en Croatie cet été. Écoute, j'étais avec Vincent Denardi à Malte, puis au détour d'une promenade, on a vu un restaurant qui s'appelait Water Polo Restaurant, au bord de mer, magnifique, avec la carte, donc le menu, c'est un truc de water polo. Pareil, des tableaux partout, des bonnets. Ouais, ça fait toujours un petit peu drôle de voir ce genre de choses. Mais Dubrovnik, c'est une vraie terre de polo. Donc je suis pas hyper surpris. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que toutes ces informations continueront à alimenter vos réflexions sur le water polo, que vous continuerez à nous écouter. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci, ciao. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.